Donc, on m'a demandé, je remercie bien sûr la PEPAC de son invitation et il se marie de son hospitalité pour vous parler un peu d'un thème qui est très très vaste et que je vais avoir d'autant plus de difficultés à exposer que Denis Lamy, je le répète une nouvelle fois, m'a déjà pris pratiquement la quasi-totalité de mon temps de parole. Je vais vous parler, je vais commencer par lire ce qui n'est pas habituel chez moi. Alors, un texte de Claudel, pas le Paul avec son soulier de satin, mais l'auteur, le romancier, l'auteur du film et du roman Les âmes grises sur la guerre 14, sur la Grande Guerre, qui vous expliquera mieux que je ne saurais le faire que tous, à un moment ou à un autre, même si on n'est pas tiré sur la liste des jurés, on passe notre temps à juger les autres avec plus ou moins de sévérité, plus ou moins d'indulgence, et puis on est en permanence jugé. Ensuite, je vous parlerai un peu d'histoire de la justice avec un grand H, celle des hommes, mais pas au sens genré du terme, je dois le préciser. Et puis, j'évoquerai toujours de manière décousue, l'histoire judiciaire et animalière, à la belle époque où on jugeait les animaux, qui ne paraît pas tout à fait éloigné avec le procès de Mazan à l'heure actuelle. Je vous parlerai également de questions d'actualité, comme à l'Assemblée nationale, je vous parlerai de la justice et son attitude vis-à-vis des femmes. Je vous parlerai également des femmes et le crime, puisque, paraît-il, la violence serait uniquement genrée, selon certaines, très radicales, et qu'elle serait l'apanage de la seule masculinité, étant précisé que dans cette hypothèse-là, qui n'est ni qu'une hypothèse, qui fait l'objet d'ailleurs de mon dernier bouquin, il y a qui n'est pas un roman, il y a un certain nombre de femmes criminelles. Après, je vous dirai quelques mots pour être un peu désagréable vis-à-vis de ma propre institution, mais maintenant que je suis à la retraite depuis une dizaine d'années, je ne peux pas m'en empêcher. Je vous parlerai de l'impartialité de la justice avec deux évocations très rapides, une de l'affaire de Bruy-en-Artois et l'autre du Mur des Cons, qui l'une et l'autre ne sont pas véritablement à l'avantage de la justice. Après, je partirai dans quelques digressions supplémentaires sur le fait divers. Pourquoi est-ce qu'on est autant fasciné par le crime, et surtout le crime de sang? Et puis, j'en terminerai, bien que Denis Lamy m'ait pris beaucoup de temps de parole, si j'ai le temps, sur la manifestation de la vérité. Alors, vous avez déjà compris que ici, on n'est pas à l'occasion d'un grand jury de l'École nationale d'administration, thèse, antithèse, synthèse. J'ai d'ailleurs raté le concours de l'ENA. Je m'en félicite aujourd'hui. Moi, ce sera plutôt thèse, antithèse, foutaise. Mais je m'en remets bien sûr à votre indulgence pour pardonner mon esprit d'escalier. Je commence donc cette lecture qui fait de nous et qui, vous verrez, c'est très très simple, mais qui montre bien qu'on est en permanence jugé, pas forcément par l'institution judiciaire, et qu'on se fait tous juges à travers nos activités professionnelles ou non professionnelles des autres. On me regarde, on me palpe. Je suis beau, je suis fripé. Je suis né en 1948, mais après Jésus-Christ. Je suis fripé, éveillé, attardé. Ne marche pas encore. Je suis trop maigre, trop blanc, trop rose. Il a grandi, pas assez, lentement. On me trouve fragile, bavard, silencieux, adorable rêveur, toujours malade. On m'évalue. Je suis doué, pas pour tout, appliqué, dissipé,
choisit ses matières, écrit comme un cochon, répond avec insolence, doué mais paresseux. Je tourne mal, esprit frondeur, séditieux, entraîne les autres. Les jugements s'entassent comme les bulletins scolaires. Je suis laid, je fais peur. Je suis sous un trogron, séduisant, drôle, profond, sans intérêt, superficiel, branleur, bon camarade. Il boit trop, exerce une mauvaise influence, excellent camarade de fête, étudiant médiocre, jugé et condamné pour avoir émis par inadvertance un chèque sans provision de 120 francs. Très bon alpiniste, bon étudiant grâce à sa femme, résultat très correct, jugé apte à devenir enseignant, puis docteur S-lettres, ne se prend pas pour une merde, est un professeur apprécié de ses élèves, un fils ingrat qui ne rend pas assez visite à sa mère, un trentenaire immature, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, publie un premier roman qui révèle des qualités certaines d'écriture, n'importe quoi, un livre fabriqué et insincère, une merde, obtient des succès mérités dans le domaine littéraire. Trop de succès, on se demande pourquoi. Ce qu'il écrit est nul. C'est un auteur qui a changé ma vie. Et en plus, il fait des films magnifiques, médiocres, superbes, affligeants. Et des pièces de théâtre immensément drôles. Immensément drôles. Je cherche la 3e page. Insipide, degré zéro du théâtre, réjouissante, et toujours des romans encensés ou conspués, ne fait plus si jeune, fait carrément vieux, encrouté dans l'académisme, honoré à juste raison, et resté simple pour un auteur lu dans le monde entier. Je l'ai croisé, quelle morgue! Il m'a parlé comme si j'étais un ami. Il a changé physiquement et je ne l'aurais pas reconnu. Il n'en a plus pour longtemps. Il paye tous ses excès. Il y a une justice. Et une ultime anticipation. Il a eu une belle mort. Il ne méritait pas de mourir comme cela. On l'oubliera vite. On ne l'oubliera jamais. Un homme de qualité, un grand homme, un moins que rien. Philippe Claudel nous indique en creux la relativité des jugements humains. Reste à savoir si ceux de l'institution qui est en charge le jugement des autres, et croyez-moi, non seulement c'est une mission impossible, mais c'est une très lourde charge. Je crois que tout est dit, puisqu'on est en permanence évalué par les uns, par les autres, et on porte en permanence des appréciations sur les uns et sur les autres. Alors un peu d'histoire avec un grand H, parce qu'elle est relative à l'homme avec un grand H. Juge de paix en temps de guerre, droit de canon et inquisition, hérésie cathare sous le règne du pape Grégoire, puis sous celui du souverain pontife présumé innocent, du souverain pontife innocent, le 3e de cette lignée-là, et pourtant pas si innocent que cela. La croisade des Albigeois, pour les faire abjurer leur foi, le bûcher de Montségur, à peine éteint et déjà rallumé pour faire partir en fumée encore quelques hérétiques présumés. Présumés d'être des suppôts de Satan, une histoire ancestrale du sabre et du goupillon.
Là, on est au XIIe siècle. Un, 2 siècles plus tard, à l'ombre de la croix pâtée des Templiers et des croisés sous l'implacable férule de Guillaume de Nogaret, un de nos splendides gardes des Sceaux, depuis le bûcher d'île de la Cité, le grand maître Jacques de Molay, au milieu des flammes, s'était écrié, juste avant de succomber, Pape Clément, Chevalier Guillaume, Roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Préjugement, là je m'adresse aux juristes, préjugement en portant malédiction en avancement d'ouarie ou atteinte des libertés et de surcroît racialisées à la présomption d'innocence de ceux qui, avant même d'être nés, étaient déjà voués à l'enfer des condamnés. Condamnés en amont. Juge de paix à l'époque des guerres de religion, le temps béni des Ordalies, aurait pu chanter Michel Sardou, et de la Saint-Barthélemy, par l'eau et par le feu, s'appliquait le jugement de Dieu. À Paris, rue de la Ferronnerie, à hauteur de l'auberge au cœur couronné, transpercé d'une flèche, c'était le nom de l'auberge devant laquelle Henri IV a été assassiné. Adieu Henri IV, le grand ami de notre nouveau Premier ministre, François Bayrou. Voici François Ravaillac, un ancêtre des loups solitaires, venu d'Angoulême pour transpercer à la mi-mai de sa lame acérée volée dans une auberge de la rue Saint-Honoré, le cœur du couronné. Ravaillac, supplicié, avant dire droit, soumis à la question de l'inhumain brodequin, puis en exécution de la sentence, en place de grève, écartelé, en premier et dernier ressort, par 4 chevaux de trait, après que le bourreau eut pris le soin, en application du jugement de condamnation du régicide, je cite, de jeter un mélange de plomb fondu, de poix bouillante, de cire et de soufre sur les endroits du corps où le condamné avait été préalablement tenaillé. Fin de citation. Autorité, s'il en fut, de la chose jugée et de l'indicible cruauté. Encore plus inquiétant, sculpté sur les tympans de la basilique de Vézelay et la cathédrale d'Autun, je ne peux pas citer d'Amiens, puisqu'elle n'y est pas, et peint par Michel-Ange sur les murs de la chapelle Sixtine, le jugement dernier, qui, comme son nom l'indique, sera un jour encore indéterminé, en tout cas à ma connaissance, rendu en premier et dernier ressort, et ce qui va inéluctablement nous priver de toute voie de recours. Au secours, au secours! Après l'ultime sonnerie de la trompette, comme hier, pour enfin réveiller tous les morts qui nous ont précédés, lesquels ont de fait dû longuement patienter, et les citer à comparaître, corps présents devant Dieu aux côtés des survivants du moment, les morts et les vivants s'entendront condamnés, tous, sans aucune exception, à disparaître pour l'éternité dans le néant. Inutile de protester contre l'absence de contradictoire de l'audience et d'évoquer le spectre de la multiséculaire erreur judiciaire, si cher au chaud bouillant Lucifer, et qu'importe l'absence de preuves, puisque notre sursis, assorti d'une mise à l'épreuve, n'avait pour unique vocation que d'être révoqué. Il est donc parfaitement inutile, maître, de plaider, ce temps gagné je disais Denis Lamy, ce temps gagné nous laissera tout loisir de méditer à l'infini sur les malfaçons respectives de la justice divine
et de celle de Dupond-Moretti. J'ai l'esprit d'escalier, donc je vais maintenant vous dire quelques mots pour que vous puissiez répondre, car bien évidemment, je vous poserai la question à l'issue de mon intervention, et même j'organiserai une interrogation écrite. Je vois que vous êtes assez peu nombreux à prendre des notes, donc à votre place, je ferai quand même attention. Donc, un peu d'histoire judiciaire. Pour faire une toute petite transition avec ce que je venais de dire, je vous rappelle la formule de Jean-Paul Sartre dans Les Mouches. Le premier crime, c'est moi, Jupiter, pas celui qui habite rue du Faubourg Saint-Honoré, son prédécesseur. Le premier crime, c'est moi qui l'ai commis en créant les hommes mortels. Après cela, que pouviez-vous faire, vous autres, les assassins? Donner la mort à vos victimes? Allez donc, elle la portait déjà en elle. Tout au plus, hâtiez-vous son épanouissement. Dès l'Antiquité, la loi de Dracon, et le terme draconien vient de là, je le sais depuis 2 jours, depuis que j'ai fait des recherches dans Wikipédia. Un législateur athénien particulièrement sévère, on est au 7e siècle avant Jésus-Christ, ordonnait la mise à mort de tout animal, donc là on est dans le domaine de l'animalier, qui avait blessé ou tué un homme. Et le livre de l'Exode, le 2e livre de l'Ancien Testament, que je n'ai plus lu depuis très longtemps, étant atteint par le syndrome de la laïcité. Cet Ancien Testament qui relatait l'Exode hors d'Égypte des pharaons, des Hébreux sous la conduite de Moïse et ses pérégrinations dans le désert du Sinaï pour atteindre enfin la terre promise. Ces textes religieux disposaient quant à eux, si un bœuf écorne un homme ou une femme, là on voyait déjà qu'à l'Antiquité il y avait une véritable parité. Ce n'est plus toujours le cas maintenant. Si un bœuf écorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on ne mangera pas sa viande, mais le propriétaire du bœuf sera quitte. On quitte l'Antiquité, je suis obligé de faire des grands bonds en arrière ou plutôt en avant, au Moyen-Âge, et bien après encore, la justice des hommes condamna à la potence au bûcher des cochons détruits, parité aussi, des chevaux et des vaches. 9 fois sur 10, les procès impliquaient en ces temps-là des cochons. D'ailleurs, l'affaire de Mazan nous le démontre. Car les porcs étaient les animaux de ferme les plus nombreux et déambulaient librement dans les villes et les villages où ils faisaient office d'éboueurs. Avantage de l'époque, ces éboueurs-là n'étaient pas syndiqués, comme à Marseille, donc le travail était fait. Alors il faudra attendre le XIIIe siècle pour trouver quand même trace des jugements écrits, rendus à l'encontre d'animaux coupables de vol, pillage, homicide, volontaire ou involontaire. La conception du cochon, est-ce que je fais exprès de tuer un enfant en le bouffant, ou est-ce que je n'ai pas fait exprès? Et les infanticides, c'était les qualifications déjà de l'époque. Alors ainsi, en 1386, une truie fut-elle condamnée par un juge de Falaise, je crois que c'est en Normandie, à la peine capitale pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d'un enfant. Alors l'animal fut mutilé au même endroit que sa victime, et pour bien faire peser sur l'auteur du crime le poids de la répression, on lui coupa le groin et on va le remplacer par un masque à l'image humaine. Comme si la justice déjà éprouvait quelques difficultés à condamner des animaux, donc il fallait lui donner une apparence humaine. Et puis outre ce masque,
avant qu'il ne soit pendu, il avait été humanisé en étant affublé d'une veste, d'un haut de chausse et de gants blancs qui recouvraient ses sabots antérieurs. En 1405, à Gisors, c'est un bœuf qui fut pendu, j'espère que ceux qui tiraient sur la corde étaient assez solides, pour ses démérites, c'était le terme judiciaire. Alors on ne sait pas trop en quoi ils ont consisté, mais enfin, ça signifiait bien qu'ils n'avaient pas été très méritants. Et en 1499, on se rapproche de chez vous, là, on est à Beauvais, c'est un taureau qui fut pendu pour avoir, je recite les termes de la décision de justice, par furiosité, obstiné un jeune homme de 15 ans. Le 6 décembre 1557, j'espère que vous le savez vous le savez tous, notamment vous, monsieur l'adjoint au maire, on est à Saint-Quentin, où un pourceau fut condamné, je cite, à être enfoui tout vif dans une fosse pour avoir dévoré un petit enfant en l'hôtel de la Couronne. C'est où l'hôtel de la Couronne maintenant? Peut-être ici. Et le 25 mars 1567, à Senlis, une truie qui avait dévoré un enfant fut condamnée à mort par cette sentence, je le cite, alors c'est du vieux français. Les informations faites pour raison du dit cas d'interrogatoire des dits Louis Mathieu et sa femme, avec la visitation faite de la dite truie à l'instant du dit cas advenu et tout considéré en conseil, il a été conclu et advisé par la justice que par la cruauté et férocité commise par la dite truie, elle sera exterminée à mort. Et des effroyables tautologies du rédacteur de l'époque, elle sera exterminée à mort et pour ce faire sera pendue par l'exécuteur de la haute justice à un arbre sur le grand chemin rendant de Saint-Firmin au dit Senlis. En 1613 puis en 1623, comme quoi la justice n'est pas toujours impitoyable, 2 sentences de mort concernant une ânesse et une truie furent infirmées et les animaux ne furent donc pas exécutés, simplement, peut-être pour couvrir la détention provisoire, elles furent assommées. En 1474, comme quoi rien ne change, un coq probablement transgenre pondit à Bâle un œuf, ce qui lui valut une condamnation à être brûlé vif avec un œuf qui a dû devenir dur en place publique. Et à l'époque, d'une manière générale, si le propriétaire d'un animal domestique ayant occasionné la mort d'un homme avouait avoir eu connaissance du vice, entre guillemets, de l'animal, il était lui aussi pendu. Voilà une autre forme de parité entre l'homme et l'animal qui a déjà été établie à cette époque. Alors vous croyez que peut-être, au vu de ce que je viens de vous dire, que seule la justice, c'était une autre époque bien sûr, c'était une autre vie, mais seule la justice déconne? Ah bien non, la religion, toujours les gens de robe ont toujours des comportements quelque peu curieux. Ben, l'Église va étendre ses excommunications aux rats, on ne dit plus les rats d'ailleurs, on dit à Paris des surmulots, aux rats, aux mouches, aux sauterelles, aux hannetons et aux autres taupes. En 1479, suite à une invasion de hannetons, seuls les plus anciens d'entre vous peuvent s'en souvenir, une invasion de hannetons qui avait occasionné la famine dans le pays, le tribunal ecclésiastique de Lausanne excommunia ceux-ci par contumace. Elle proscrit au nom de la Sainte Trinité et les condamna à quitter sans délai les terres du diocèse. Je ne sais pas si ça a marché. En 1518, une sentence fut prononcée contre des charançons et des sauterelles qui avaient ravagé les récoltes du village de Millières dans le Cotentin. Et en 1554, les sangsues furent excommuniées par l'évêque de Lausanne au motif fut-il qu'elle détruisait les poissons. Et en 1585, le grand vicaire de Valence, dans la Drôme, ordonna après un procès l'expulsion des chenilles du territoire de son diocèse.
je vois que ce que je vous dis là ne semble pas vous donner une grande confiance dans la justice des hommes. Néanmoins, je continue. En 1596, le port de Marseille fut obstrué par une colonie de dauphins et le cardinal légat d'Avignon envoya Monseigneur Aquaviva, ça devait être un Corse, envoya l'évêque de Cavaillon pour les exorciser en présence d'une foule immense, d'après les livres d'histoire, et puis des magistrats dont on se demande ce qu'ils venaient foutre là. Et défense leur fut faite, pas aux magistrats, mais aux dauphins, de rester dans le port, et miraculeusement, ils regagnèrent le large. La peine de mort, je vous le précise, était encourue et très souvent prononcée pour les actes de zoophilie, et elle était exécutée par le supplice du feu, qui était infligé tant à l'homme, pourquoi pas, c'est le débat sur la peine de mort, mais aussi qu'à l'animal qui était son complice. Alors, les actes de complicité, des moutons, des brebis, des chèvres, enfin. Mais parfois, la justice savait se rendre humaine et elle acceptait par humanité une strangulation préalable à la mise à feu, ce qui est quand même moins douloureux. La Révolution, vous direz, tout va s'arranger, l'homme va devenir bon. Mais le 23 avril 1794, une famille de Béthune, je suis désolé, hein, j'ai choisi quand même dans votre région les affaires les plus significatives, mais ça a dû se passer ailleurs. Une famille de Béthune et son perroquet furent jugés par le tribunal révolutionnaire. Vous savez, celui auquel rêve sans doute M. Mélenchon, parce que l'animal avait la fâcheuse habitude de crier « Vive le roi !» Alors, les propriétaires de l'oiseau furent guillotinés, bien fait pour eux, et tandis que l'animal fut confié à une citoyenne nommée Lebon, qui était chargée de rééduquer l'animal, la réinsertion, et on lui a appris à crier « Vive la nation et vive la montagne !» Enfin, il y en a qui disent c'était « Vive la nation et vive la République », et d'autres écrits disent « Vive la montagne ». Alors vous me dites, bon, tout ça, c'est des vieilles histoires. Eh bien non, en mai 2003, le Conseil des anciens du village turc d'Akpinar, c'est un mot qui me plaît bien, ça je vous dis pourquoi, en Anatolie orientale, ont été réunis par le maire pour condamner à mort un âne au comportement agressif contre des habitants du village, dont un octogénaire, je me sens concerné, ils ont bien fait de le faire, qui avait été gravement blessé, mais aussi des vaches et des moutons qui étaient agressés par l'animal qui était particulièrement irascible. Alors, j'ai eu beau faire des recherches, je sais que l'animal a bénéficié d'un sursis à l'exécution de sa peine dans le cadre d'un supplément d'information qui a été décidé, et je ne sais pas si finalement il a été exécuté ou pas. Mais enfin, au cas où il serait toujours vivant, je vous proposerai de signer une pétition en sa faveur à l'issue de mon intervention. Histoire judiciaire et histoire animalière. Je voudrais vous parler maintenant un peu d'un sujet de plus d'actualité. Parce que la justice est en permanence, et par la force des choses, serais-je tenté de dire, dans les turbulences des évolutions sociales de la vie collective. Les femmes victimes, et cette problématique des féminicides, alors il n'est pas du tout question pour moi de nier que, sans doute par leur force musculaire et par l'excès de testostérone, les hommes sont de loin sur le podium des violences intrafamiliales. Loin de moi de discuter de ça. Mais j'ai observé que dans les organisations féministes radicales, je ne parle pas des organisations féministes, c'est normal que les femmes essayent d'obtenir enfin un statut d'égalité qui n'est pas encore atteint, à commencer dans le domaine salarial. Je vais juste vous citer quelques dates.
tout le monde aura présent à l'esprit que ceux qui ont tiré la philosophie de ces violences intraconjugales, ce sont les Rita Mitsuko qui nous ont dit il y a bien longtemps déjà, les histoires d'amour finissent mal en général. Alors là, on est en 1652. C'est pas le terme féminicide qui apparaît pour la première fois dans une comédie théâtrale de Paul Scarron, c'est le terme de famicide, donc la femme qui est tuée par un homme. En 1870, c'est l'article 324 du Code pénal qui dit qu'en cas de flagrant délit d'adultère dans le foyer conjugal, l'époux qui tue sa femme ou l'amant de celle-ci est excusable. Mais l'inverse, c'est pas vrai. La femme qui surprendrait son mari au domicile conjugal ou ailleurs, donc voilà. Quelque part, l'histoire des sociétés et de leur état, elle se lit encore bien plus qu'à travers le code pénal, elle se lit à travers le code civil, parce que vous avez l'interdiction du divorce pendant des années et des années, ce qui entraîne notamment, là je fais de la pub pour mon dernier bouquin sur les femmes criminelles, Madame Popova qui en 1903 c'était une Russe de la Russie tsariste de Nicolas II, qui a reconnu avoir, sur commandite d'un certain nombre de femmes, tué, empoisonné 300 bonhommes. En 30 ans, quand même. Donc, je ne vois pas pourquoi on a fait toute une histoire, ça fait à peine 10 par an. Hein. C'était comme ça, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de divorce, et de la même façon, en 1914, enfin en 1918 plus exactement, dans un village hongrois à une centaine de kilomètres de Budapest, qui avait été transformé en camp de prisonniers dès le début de la Grande Guerre. Alors, les maris étaient partis au front, il y en a beaucoup qui revenaient en très mauvais état quand ils revenaient encore. Hein. C'était les prisonniers de l'Autriche-Hongrie, de la double monarchie à l'époque. Et donc, des idylles se sont nouées entre ces jeunes hommes vigoureux prisonniers de guerre et les jeunes femmes dépourvues de tout mari et de tout compagnon partis combattre sur le front. Simplement, malheur, 11 novembre 1918, l'armistice, voilà-t-il pas que des hommes qui étaient sur le front reviennent dans leur village? Et donc là, les femmes se disent quand même, là, ça va être un peu difficile pour nous. Donc il faut faire quelque chose. Donc elles vont s'adresser à une faiseuse d'anges qui s'appelle Julia Fazekas et à sa copine qui s'appelle Suzy Ola, qui maîtrise bien les techniques d'empoisonnement à l'arsenic, et le clerc de notaire du village est le cousin de l'une d'entre elles, donc il va leur signer des certificats de décès naturel en voiture, en voilà. Donc ils vont tuer une cinquantaine de personnes. Alors il y avait des femmes qui étaient raisonnables, elles disaient il faut empoisonner mon mari ou il faut empoisonner mon amant, mais il y avait celles qui étaient forcément excessives et qui demandaient à ce qu'on empoisonne les deux. Et ça c'est absolument intolérable, surtout que parfois des enfants étaient nés de ces unions illégitimes. Et donc, là aussi, il y en a qui sont passés. Alors, Julia Fazekas n'a pas pu être condamnée parce qu'elle a pris de la poudre de tante Suzy, c'était de l'arsenic, avant l'intervention de la police qui était venue l'arrêter, donc elle est morte. L'autre a été pendu, et il y a eu une douzaine d'autres pendaisons, et les autres, c'est des peines à perpétuité pour une cinquantaine d'empoisonnements. Enfin bref, c'était une digression. 1853, le terme féminicide, il va être inventé par l'écrivain et journaliste disciple de Fourier, c'est un type qui s'appelle Albert Tousnel, et quelque part il y a déjà en germe dans l'emploi de ce terme une difficulté qui va apparaître avec ce qu'on appelait traditionnellement un crime passionnel. Alors c'est vrai que pendant longtemps, le crime passionnel a été vu avec une forme de, qualifiait-elle,
avec une forme de bienveillance par l'institution judiciaire. Mais dans les deux sens, que ce soit une femme qui tue son mari, ce qui est absolument intolérable de mon point de vue, ou dans l'autre sens également. Il faudra attendre 1975. 1975, j'ai quitté la faculté il n'y a même pas 3 ans. C'est la fin de l'époque où le crime passionnel débouchait quasiment à tout coup sur des circonstances atténuantes. Et il faut attendre également 1989 pour que la première campagne contre les violences faites aux femmes soit entreprise. 1990, la Cour de cassation finit par reconnaître le viol entre époux. Finalement, ça fait que 34 ans. 1994, la qualité de conjoint de la victime d'un meurtre devient une circonstance aggravante, comme l'est l'état de grossesse apparente ou connu de la victime. Donc, ça fait 30 ans que le législateur s'est enfin préoccupé de ces questions-là. Et en 2006, finalement, au niveau du code pénal, c'est la disposition sur la circonstance aggravante qui a été élargie. D'abord, c'était juste le mari. Alors, elle a été élargie aux concubins, aux pacsés, aux ex, et leur fait encourir 30 ans de réclusion. On passe de 30 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est là aussi, 2006, qu'intervient la définition juridique du viol entre époux. En 2008, c'est la définition des violences psychologiques. Et en 2009, la création de SOS Hommes Battus. Alors moi, je peux vous dire, c'est en 1979, je me souviens comme si c'était hier, j'ai eu une information judiciaire d'un type qui disait avoir été battu par sa femme. Alors j'ai regardé avec des yeux comme des couilles de loup, parce que dans mon esprit patriarcal et forcément rétrograde, je ne pouvais même pas imaginer que ça se passe comme ça. Eh bien, sachez quand même que sur une étude qui a été faite par la chancellerie entre les années 2012 et 2013, sur les 2 années cumulées, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a dénombré 398 000 femmes victimes de violences intrafamiliales, la plupart du temps de la part de leur conjoint, enfin mari, amant, concubin, pacsé. 398 000 femmes, mais on sait aussi qu'il n'y a que 10% des femmes qui se signalent. Donc vous multipliez par 10, quoi, en gros. Donc ça fait pas loin de 4 millions de femmes victimes de violences à l'intérieur de leur couple sur une période de 2 années. Mais il y avait quand même 149 000 hommes qui étaient victimes de violences conjugales de la part de leurs femmes. Et si seuls 10% des femmes viennent se signaler aux autorités des violences dont elles sont l'objet, il n'y a que 3% des hommes. Parce que je ne sais pas si vous pouvez imaginer déjà que les services de police et de gendarmerie n'ont pas toujours été excellents dans la réception des plaintes des femmes. Mais un type qui vient dire dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie je suis battu pour ma femme, alors vous connaissez la chanson, quand un gendarmerie dans la gendarmerie, tous les gendarmeries dans la gendarmerie. Donc on a cette évolution des choses, et puis donc certaines ont imaginé de dire bon, on va qualifier tout ça de féminicide. Mais là, je le dis, j'en prends la responsabilité, c'est absurde. Un féminicide, c'est une femme qui est tuée par son conjoint parce que c'est une femme. Or, c'est le docteur Jacques Bury qui l'a dit, qui a écrit d'ailleurs un bouquin assez remarquable en 2018 qui s'appelle « La barbarie des hommes ordinaires », ce qui veut bien dire ce que ça veut dire.
il dit ce terme féminicide, il amène tout, parce que l'homme va tuer sa femme éventuellement par cupidité, encore que la plupart du temps, pour les histoires d'assurance vie avec empoisonnement à la clé, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Par vengeance, par jalousie, et donc écrasé sous le terme de féminicide la qualification pénale, ça fait disparaître toutes les autres causes de passage à l'acte sur lesquelles la justice doit forcément se pencher. Et Marcel Proust, pour vous montrer que j'ai un peu de la culture, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Wikipédia pendant les 24 dernières heures, c'est Marcel Proust qui disait « La jalousie, un inquiétant besoin de tyrannie appliqué aux choses de l'amour ». Dernière chose pour arrêter de parler de chiffres, au cours de la décennie 2010-2019, sur la soixantaine de mineurs de 15 ans victimes d'homicide volontaire, je ne parle pas de l'infanticide au moment du délire puerpéral, au moment de l'accouchement, il y a eu, donc c'est 60 par an à peu près, donc sur cette décennie, il y a eu 325 condamnations de cour d'assises qui correspondaient aux faits de cette période, qui concernaient à hauteur de 70% des femmes et de 30% des hommes. Tout ça pour dire quoi? Pour dire simplement que la violence, elle n'est pas genrée. Je répète, en tant que de besoin, que les hommes sont de loin en tête au niveau des statistiques sur le podium de l'ignominie dans ce domaine. Mais la violence, elle n'est pas genrée, elle est dans la nature humaine. Donc tous ceux qui essayent de faire croire que c'est uniquement du côté des hommes qu'il faut le chercher, se trompent. Dernière chose, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, j'ai oublié de vous dire, elles se sont battues, au bout de 3 ans, ils ont mis la clé sous la porte parce qu'il n'y avait plus d'adhérents. Il y en avait encore moins qu'à la PEPAC, moi je vous le dis. Et donc, cette Commission consultative des droits de l'homme a considéré en 2020, parce qu'elle avait été saisie de l'incrimination sous le terme de féminicide des meurtres ou des assassinats perpétrés sur des femmes par des hommes. Elle a considéré que l'introduction du terme féminicide dans le code pénal comportait le risque de porter atteinte à l'universalisme du droit et pourrait méconnaître le principe d'égalité de tous devant la loi pénale. Femme criminelle, juste un mot. Sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, pour ne pas être à l'origine de l'émoi que je sens poindre dans votre docte assemblée, je m'empresse de vous préciser que cette phrase est extraite de l'École des femmes de Molière en 1662. Et l'intrépide Jean-Baptiste Poquelin d'ajouter 323 ans avant le déclenchement de l'affaire de Simone Weber, vos yeux, pour causer le trépas, ont un venin que vous ne savez pas. Ce que Marc Lavoine a mis en musique au printemps 1985 par « Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu ». Encore une chose sur les dames, parce que je connaissais comme de la vieille génération, j'aime beaucoup Winston Churchill, qui avait un humour absolument redoutable. Et donc, Winston Churchill a répondu à Nancy Astor, qui était la première femme à siéger au Parlement britannique, qui venait de lui dire « Si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre café ». Et il lui a répondu, le vieux lion lui a rétorqué, « Si j'étais votre mari, je le boirais ». On prend encore une marche, c'est l'avant-dernière. Je crois que c'est Coluche qui disait « Il vaut mieux connaître le juge que la loi ». Alors bien sûr, c'est tout outrancier, c'est un trait humoristique, mais ça pose quand même la problématique de l'impartialité.
Parce que l'impartialité du juge, tout le monde le comprend bien, c'est une exigence fondamentale des sociétés démocratiques. Et cette exigence, elle est concrétisée dans de nombreux textes nationaux et internationaux, et parmi eux l'incontournable Convention européenne des droits de l'homme, laquelle dispose dans son article 6 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi ». Alors impartial, le juge, on comprend bien ce que ça veut dire, ne doit pas manifester ni parti pris, ni préjugés. Alors celui qui arrive à écarter tous ses partis pris et tous ses préjugés, c'est peut-être pas un homme ni une femme, parce que c'est quand même très très difficile. Donc c'est un combat permanent pour le magistrat. Et son action doit s'inscrire dans le cadre d'une organisation judiciaire qui le met à l'abri, ce juge-là, des pressions, en sauvegardant son indépendance et en définissant le rôle de chacun des acteurs du procès. Séparation au pénal des poursuites entre les fonctions de poursuite, le procureur de la République, d'instruction, le juge d'instruction, et de jugement, la juridiction de jugement à laquelle le juge d'instruction ne peut pas appartenir, ce qui a été, d'autres choix ont été faits par le passé dans notre système procédural. Et le juge doit s'abstenir de tout préjugé et ne doit donc être porté, ne doit donc pas avoir porté seul ou collectivement, par le biais d'éventuelles pétitions, un préjugement dans l'affaire qui lui est soumise. Donc on comprend bien l'importance de ce concept d'impartialité qui montre aussi que la conception de la fonction de juger a beaucoup évolué dans le temps. Vous aviez le juge bouche de la loi, donc le juge il applique la loi, et avant tout la loi sans grande marge d'interprétation. C'est la tendance de l'époque pré-révolutionnaire à peu près, puis maintenant c'est nous, c'est ça. Vous avez le juge notabilisé du 19e siècle, c'est le juge qui est un notable. D'ailleurs, à l'époque, il fallait vraiment avoir quelques ressources financières pour être juge, sinon vous mourriez de faim. C'était des notables qui venaient rechercher un titre avec quelques exemples célèbres, le bon juge, le président Magnot qui jugeait en équité, et puis on s'est aperçu que ça ne menait pas bien loin. Il y avait nos glorieux ancêtres, les juges des procès staliniens, l'Union soviétique. Alors là, on n'utilisait plus le brodequin, mais c'était de la torture blanche, et puis c'était de la violence, et des gens qui étaient tout ouverts à la raison d'État. On a eu le juge, ce n'était pas tellement défini de l'État-providence du XXe siècle, mais qui, en gros, ne dit jamais rien de véritablement différent de ce que dit l'État à son époque. Et vous avez donc cette espèce de recherche permanente du juge impartial qui doit être autonome, bien sûr, par rapport au pouvoir exécutif et législatif. Mais ce qui est curieux, c'est quand on regarde dans le code de l'organisation judiciaire, on ne parle pas d'impartialité, idem pour la Constitution de la Ve République, qui ne parle que de l'indépendance de l'autorité judiciaire qui est garantie par souvent assez mal d'ailleurs, par le président de la République. Deux exemples, et après je vais vous laisser la parole. Il y aura encore une marche, mais je vais bientôt vous laisser la parole. Deux exemples qui ont considérablement mis à mal l'image de l'institution judiciaire et de la magistrature.
C'est l'affaire de Bruy-en-Artois, c'est l'affaire de 1972 avec un notaire qui s'appelle Maître Leroy, qui va beaucoup mentir au cours de l'instruction relative au meurtre ou à l'assassinat, je ne sais plus, d'une jeune fille, Brigitte Devèvre, qui avait 15 ans et demi, qui est retrouvée dans le village de Bruy-en-Artois. Et comme la voiture du notaire avait été vue, il va mentir considérablement pour une excellente raison, enfin en tout cas pour la raison qu'il voulait éviter que sa maîtresse de l'époque ne soit impliquée dans cette relation adultère, ce qui était encore à une époque considéré comme le mal absolu. Donc cette femme Monique Bellien-Mayer finira par être inculpée et mise en détention, comme l'a été le notaire, par le juge Pascal, le petit juge de Bruy-en-Artois. Et puis après, on va s'apercevoir, quelques années après, qu'il n'était absolument pour rien et que c'était un mineur de Jean-Pierre Flao, âgé de 17 ans, qui va passer des aveux complets sur ce meurtre-là, et puis qui après se rétractera. Bon, la justice peut se tromper. Mais ce qui était grave à l'époque, on est à l'époque flamboyante, bien sûr, post-68 Arles, avec la cause du peuple, dont le directeur de publication est Serge July, qui a fait l'enquête sur place. Et on a un type qui s'appelle Jean-Paul Sartre, que j'ai cité, je crois, tout à l'heure, mais je ne sais plus en quelle année il a gagné le Tour de France. Eh bien, ce monsieur-là, Jean-Paul Sartre, un philosophe certainement exceptionnel, mais il disait à l'époque, alors que la cause du peuple, Serge July, ce n'était pas la cause du peuple, c'était Libération qui est née à cette même époque, mais dans le journal de la cause du peuple, qui le 1er mai 72, je l'ai retrouvé pour un crime qui a été perpétré le 5 avril 72, et maintenant, il massacre nos enfants. Sous-titre, il n'y a que des bourgeois pour avoir fait cela. Jean-Paul Sartre va dire à l'époque, donc, méfiez-vous des juges, bien sûr, mais méfiez-vous également des philosophes. Et méfiez-vous de la plupart des corporations. Il disait, peu importe que le juge, peu importe que le notaire soit judiciairement non coupable, puisqu'il l'est socialement. Ça veut dire que c'est un bourgeois, donc tu vas connaître les foudres de la répression. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que là, on est assez éloigné de l'image de l'impartialité. Et une autre encore, dont j'aurais bien préféré me dispenser, mais enfin, c'est le mur des cons. Alors, on peut toujours être potache, surtout quand on est jeune. Je ne suis pas persuadé avoir toujours échappé à cette tentation-là, mais quand même, qu'on mette Philippe Bilger, le président Sarkozy, sur le mur des cons dans un local syndical qui est celui du syndicat de la magistrature. Là, on est 21 ans après l'affaire de Bruy-en-Artois, même plus que 21 ans, je ne sais plus quand est-ce que c'est le mur des cons, enfin, c'est dans les années 2010, 2013. Qu'on mette qui on veut, c'est déjà pas intelligent, surtout ce sont des locaux qui sont visités par Pierre-Paul Jacques. Mais qu'on ait le front de mettre les deux hommes qui sont les pères de deux victimes. Le premier, j'ai bien connu pour avoir instruit l'affaire de Guy Georges, l'affaire du tueur de l'Est parisien, c'est M. Escarfaille. Donc je partageais une guerre d'options sur sa façon de voir la justice, mais enfin non, on venait de lui prendre sa fille, qui a été assassinée par Guy Georges, pendant une permission de sortir. Un juge d'application des peines qui est là, elle sait très bien les difficultés de l'exercice et que si on ne prenait jamais le moindre risque, on ne ferait jamais rien. Mais enfin, quand même, quand votre enfant est assassiné par un multirécidiviste à l'occasion d'une permission de sortie et qui va récidiver et qui va tuer finalement 8 jeunes femmes, et le deuxième, c'était le général Schmitt,
dont la fille qui s'appelait Lorraine a été massacrée de 34 coups de couteau. Là, ce n'était pas un tueur en série, mais c'était quand même un multirécidiviste des violences. Eh bien, on a mis. C'est l'ignominie absolue. Là, il n'y a pas à faire dans la nuance qu'on ait l'imbécilité au sein de quelques représentants de la magistrature de mettre les photos de ces deux pères éplorés sur un mur pour stigmatiser leur comportement. Je le dis, moi qui n'ai jamais fait preuve d'un sarkozysme flamboyant, qu'on foute Nicolas Sarkozy, Philippe Bilder et puis quelques autres sur le mur des cons, ben, c'est pas intelligent, mais enfin passe. Mais le père de victime, et quelque part un peu par la force des choses victime d'une institution, c'est absolument inacceptable. Voilà, j'ai presque fini de cracher mon venin. Je vais terminer par cette fascination qui est du crime, qui nous étreint tous. D'ailleurs, si vous êtes venus aussi nombreux, c'est bien pour cela, n'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Ce n'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous, au village aussi, on a de beaux assassinats. Alors, avec sa verve coutumière, matinée d'une ironie mordante, Georges Brassens, qui tout à l'heure a été appelé Jacques par une personne que j'aurais la charité de ne pas citer, nous rappelle en tant que de besoin que le crime n'est pas et n'a jamais été l'apanage des seules villes de grande solitude, métropole ou mégalopole. Aménagement du territoire oblige sans doute, il n'épargne pas la ruralité, et moins que jamais. Depuis la nuit des temps et ces neiges d'antan, le crime exerce chez tout un chacun son trouble attrait, qui est un mélange inconscient mais savamment dosé de fascination et de répulsion. Enfreindre les interdits, transgresser la norme, sont les tentations permanentes de notre humaine condition qui nous tenaillent dès la plus tendre enfance. Ceux qui se contentent de rêver de quitter les chemins balisés de la légalité sont et demeureront des honnêtes gens, spectateurs plus ou moins fascinés par le mal et la perversité. Et ceux qui vont franchir la ligne de démarcation pour succomber aux sulfureux délices de l'illégalité, dans les coulisses du pouvoir ou simplement incapables de résister aux tourments de la nature humaine, deviendront hors la loi. Récidivistes ou pas, tout dépendra de leur choix, dérapage ou vocation. Telle est la question qui se pose notamment quotidiennement aux juges de l'application des peines. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Est-ce qu'on lui laisse une chance ou est-ce que la limite est franchie? S'il déverse des flots de sang, le crime figure de la mort et de l'incarnation du mal, a depuis l'invention de l'imprimerie fait couler beaucoup d'encre et désormais nous tient éveillés devant l'écran noir de nos nuits blanches et puis devant l'écran des chaînes de télévision permanentes. Parce qu'il met en scène quoi, ce crime? Il met en scène, comme l'a dit Roland Barthès, les problématiques fondamentales et universelles de la vie des hommes, la vie, la mort, l'amour, la haine, la fatalité, la destinée, les sentiments exacerbés qui engendrent colère et jalousie et suscitent les volontés vengeresses, la cupidité, l'aveuglement idéologique ou religieux. Ne pensez pas les deux à la fois. Les racines du mal et de nos maux sont multiples et diversifiées, avec pour toile de fond l'éternel antagonisme du libre arbitre. Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il était libre de faire autrement? Et donc, qui dit libre arbitre pose la question de la liberté et de la fatalité, de la destinée, comme dans les tragédies grecques ou dans les films de qualité. Car ce qu'il est convenu d'appeler depuis 1838 le fait divers, alors le fait divers, je vous le précise, peut intervenir au printemps, en été et en automne également. Le fait divers, qui obéit parfois à la loi des séries, ne connaît pas de saison.
un singe en hiver, l'été meurtrier, pas de printemps pour Marny, l'Allemagne en automne, ça c'était pour le 7e art, et puis des chiffres et des lettres, le juge et l'assassin, le clan des Siciliens, Monsieur Klein, c'est pour la rime. La prochaine fois, je viserai le cœur, gendarme de l'Oise, qui à la fin des années 70 a buté, je ne sais plus combien de femmes. La nuit du chasseur, l'Hermine, des hommes et des dieux, l'horloger de Saint-Paul, les diaboliques, le silence des agneaux, l'homme qui en savait trop, les Lyonnais, un Condé, aime le maudit, mort d'un pourri, la cérémonie, la bonne dame de Nancy, l'affaire Dominici, l'ivresse du pouvoir, psychose, la main au collet, le crime était presque parfait, sueur froide. Des lettres, mais aussi des chiffres. L'assassin habite au 21. L'affaire SK1, 36 quai des Orfèvres, L627. Zéro dark sortie, j'ai toujours été, excusez l'accent, j'ai toujours été dernier en anglais, de la 4e à la terminale. Pourtant j'ai redoublé une année. On n'a jamais pu me voler mon sceptre. L'ennemi public numéro 1, MR73, 100 jours à Palerme. Comédie ou tragédie humaine, le crime pour le lecteur ou le spectateur est une façon d'entrer presque par effraction dans la vie des autres, entre guillemets, et l'occasion de s'interroger sur la sienne propre. Et dans cet imaginaire collectif façonné tant par les médias que par le cinéma, rien ne vaudra jamais une procédure fertile en rebondissements et en fin de compte insuffisamment aboutie pour que le doute subsiste. Sortira-t-il blanchi de cette série noire et si oui, dans quel état? État des lieux. De fatigue, de froid et d'effroi, de soif ou de faim, des morts j'en ai connu plein. Par accident, la place du mort, par asphyxie ou rencontre avec un tueur en série, par combustion, électrocution, hydrocution, noyade, par empoisonnement, égorgement, strangulation, étouffement et autres décollations, voire par saturnisme lorsque le légiste découvre des plombs. Ensuite, c'est toujours pareil. Wanted, dead or alive, chacun choisit son héros. Flic ou voyou, état désespéré, danger, lent ou subite, la mort peut vous valoir un premier accessible quand elle vous fait l'article dans la rubrique des faits divers. En toute saison, morte raison, celle du plus fort. État d'urgence, pour qui sonne le glas, la mort aux trousses, dans le bois de trousse-chemise, les commandos de la mort qui la sèment avec leurs tombereaux de haine, le vieux fusil et l'inoubliable Romy, intimidation, terreur, la fin de notre précaire bonheur, mourir au champ d'honneur ou sous les balles des tueurs. Là encore, le poète a raflé la mise, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Le générique de fin est intervenu. Vous avez la parole, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous écoute. J'espère que vous êtes venus avec vos questions. Moi, je suis venu avec mes réponses, comme disait Georges Marchais. Alors moi, peut-être, vous évoquiez tout à l'heure la difficulté de l'impartialité du juge, la difficulté du magistrat d'avoir à se séparer, s'extraire de ses préjugés. Mais c'est vrai que lorsque vous évoquiez notamment le juge Pascal, à cette époque-là, on était dans une idéologie. Et ça n'était pas une lutte du juge contre lui-même, c'était en réalité une volonté d'être partial. Oui, oui. Il avouait d'ailleurs, il faisait son instruction à ciel ouvert et il revendiquait ostensiblement
le combat de la gauche prolétarienne contre ces gros fumiers de bourgeois. Et je me souviens c'est quand même un système. des petits livres rouges du syndicat de la magistrature qui était publié par Maspero, qui était une, vous connaissiez, une publication d'extrême gauche, et qui avait quand même envahi, y compris les palais de justice, parce que vous arriviez parfois dans les cabinets d'instruction où derrière le juge il y avait des grandes photos, vous voyez le juge en robe avec des boulets accrochés à ses pieds qui voulaient dire que c'était la hiérarchie. Vous aviez ça peut être vrai, hein. Le juge avec le glaive poussant la balance. N'est-ce pas, Madame le Président? La présidente. Avec fréquence, ça doit naturellement être à côté du faible contre le fort. Hein, c'est la harangue de Baudot. Voilà. Prenez parti pour le locataire vis-à-vis du propriétaire, pour l'ouvrier par rapport au patron. Mais il faut situer les choses, c'était pas bien. Mais là, on est quoi? Le syndicat de la magistrature a eu une grande influence et bénéfique à la sortie des événements de mai 68, parce qu'il a ouvert les fenêtres un peu de cette institution judiciaire qui était complètement compassée. Donc, fallait pas prendre au pied de la lettre, mais cette harangue de Baudot était pour essayer de rééquilibrer un peu les choses par rapport à certaines interventions de la hiérarchie judiciaire sur le déroulement d'affaires en cours. Par contre, quand on est quasiment 15 ans après et qu'on a le juge Pascal avec ses complices Jean-Paul Sartre et puis Serge July venir dire attendez, il n'y a que les bourgeois qui peuvent assassiner les petits-enfants de prolétaires, et puis acte judiciaire à la clé, je te les inculpe et je te les mets au trou, c'est plus possible ça. C'était déjà pas normal dans l'immédiate après 68, mais on pouvait comprendre qu'il y avait cette harangue de Baudot pour essayer d'attirer un peu l'attention sur les inégalités au sein de l'institution judiciaire. Mais après, quand on est non plus dans un dessin humoristique ou dans un texte qui s'appelle bien, il s'appelle bien la harangue, c'était bien une harangue, mais qu'on passe là dans le cadre des travaux pratiques, en quelque sorte. Ce notaire, il n'y avait rien contre lui, ou pas grand-chose, et puis on a été de plus en plus loin, donc c'est absolument inacceptable. Et on peut quand même se poser la question... Pardon ? C'est aussi le début de la médiatisation de la justice, la violation du secret de l'instruction qui a volé en éclats. Oui. Le secret de l'instruction, ça n'a jamais existé, voyons. Vous allez m'expliquer une chose, maître, mais je l'ai expliqué à tous. Je ne sais plus qui disait, un secret partagé par plus de 3 personnes n'est plus un secret, parce qu'il y en a toujours un qui va parler, etc. Moi j'ai connu dans l'affaire Guy Georges, où tous les flics avaient la photo du tueur en série la nuit où il a été identifié. Vous pensez bien que quand 4000 personnes ont la photo de celui qu'il faut trouver et arrêter, il y en a un qui va rentrer, qui va dire à sa femme ou à sa copine ou à son compagnon, voilà, on est sur les traces du tueur en série. Il y a celui qui va se vanter, il y a celui qui va se bourrer la gueule au bistrot et puis qui va montrer la photo. Donc, on sait que dans certaines circonstances, c'est pas possible. Mais surtout, ce que je veux dire, le secret d'instruction, qui est tenu au secret d'instruction? Le juge, le greffier, le procureur de la République, les experts et les officiers de police judiciaire. Point barre. Donc, vous avez le mis en examen, avant on disait l'inculpé, les victimes, les témoins, les avocats ne sont pas tenus au secret de l'instruction. Alors comment voulez-vous faire en sorte de faire appliquer un secret auquel il y a plus de la moitié de l'effectif qui n'y est pas tenu? Alors effectivement, je comprends aussi ce que vous dites, il y en a qui se font de la publicité sur leurs propres affaires et qui organisent des fuites. Mais néanmoins, il faut regarder, il y a une seule chose que le secret de l'instruction doit absolument protéger, c'est le secret des investigations qui vont être réalisées. Moi, j'ai exercé pendant 13 ans à Nancy, j'étais pas loin d'Épinal au moment
de l'affaire Grégory. J'ai vu un jour dans l'Est républicain qui sort dans les kiosques journaux à 6 h le matin, ce matin, le juge Lambert perquisitionne à tel endroit chez M. Tel. Il n'y a plus été après. C'était pas la peine. Mais en général, quand vous perquisitionnez chez quelqu'un qui est susceptible de dissimuler des choses, s'il est dans le journal pour venir chez lui, il s'efforce de faire disparaître, bien sûr, ce qui peut être des pièces à conviction. Mais je comprends bien ce que vous dites aussi, on a une médiatisation non seulement de la justice, mais enfin de toutes les activités, et ça peut être particulièrement nuisible pour l'institution judiciaire. Et puis, c'est pas à vous mettre que je vais l'apprendre. Un avocat, il plaide 2 fois. Une fois devant les caméras et une fois dans le prétoire. Alors que nous, on peut quand même pas en arriver à ce stade-là. Oui, c'est... Le sujet qui est traité là, actuellement, je pense à un truc, c'est que les journalistes, ils sont bientôt plus au courant que les gens qui traitent l'affaire, et ce qui fait qu'eux-mêmes jugent. Ah oui, c'est le tribunal médiatique. Voilà, c'est le tribunal médiatique. Alors, simplement, pour qu'il soit plus informé que celui qui conduit l'information judiciaire, cela laisse entendre que vous pensez que celui qui l'a conduit ne lit pas son dossier, pour que l'autre en tire davantage. Alors, ça peut arriver, mais c'est quand même très exceptionnel. Et après, bon, on a aussi avec cette société hyper réglementée, on a eu des lois de procédure qui se sont surempilées. Ça, c'était le cas le plus flagrant, c'était pendant l'époque Sarkozy. Un fait divers, une loi. Un fait divers, une loi. Et à un moment, on n'arrive même plus. Moi, je peux vous dire qu'à la section antiterroriste, à un moment, on était passé au travers d'une modification par le ministère de la Défense des infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, et on s'en est rendu compte après qu'il y ait eu un recours devant la chambre de l'instruction, parce qu'on n'arrivait plus à suivre. Et vous avez parfois, alors quand c'est simplement une petite modification, ça ne tire pas trop à conséquence, mais vous avez des textes de loi qui sont complètement contradictoires. Et une des raisons des lenteurs judiciaires, alors, on met de côté, le thème est important, de l'incapacité de certains magistrats ou de leur allergie au travail, mais c'est quand même pas la majorité. Alors après, tous les autres, ils font comment? Ils essayent de faire fonctionner une boutique où les textes deviennent illisibles, avec des moyens notoirement insuffisants en effectifs, de magistrats, de greffiers. Vous savez que l'ordonnance de 1945 sur les mineurs oblige les juges des enfants à tenir leurs audiences de cabinet des mineurs avec un greffier. Depuis 1945, il n'y a pas de greffier dans le cabinet du juge parce qu'il est dans un cabinet à côté pour envoyer des convocations, pour taper des ordonnances, pour rechercher des services éducatifs. Donc, on va dire que les choses sont équitablement réparties dans les responsabilités. Il y a ceux du législateur, alors il y a aussi celui dont on parle le plus. Ah, je vais vous faire 15 000 places de prison. Bon, regardez, j'en ai fait quand même que 2700, mais ce sont les élus locaux qui nous empêchent d'implanter des établissements pénitentiaires dans notre ressort. Bref, il y a ça. Je vous parle des prisons parce que c'est le cas dont on parle le plus. Et puis ici, on est en surpopulation pénitentiaire, c'est qu'on a en moyenne 20 000 places de prison en moins que des pays d'importance équivalente, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Alors forcément, on atteint le seuil de surpopulation avec tout ce que ça représente au niveau du travail pénitentiaire, au niveau des conditions d'hygiène et de sécurité. On les atteint 20 000 places avant les autres, c'est celles qui nous manquent.
on parle de ça, mais on n'ose même plus parler des services éducatifs et de prévention qui sont partis à volo au fil des années et des inconséquences successives des budgets de la justice. Et même Robert Badinter, qui était un grand homme, qui a fait des réformes importantes, il disait, je l'ai entendu un jour, il a dit, oui, finalement, je regrette une chose, je n'étais pas fait pour être ministre de la Justice, donc il l'a été après 81, parce que je me suis fait complètement trimballer par Bercy et je n'ai pas défendu, comme il aurait fallu que je le fasse, le budget de la justice. Alors après, ça se traduit comment? Par exemple, la détention provisoire, on connaît la formule, hein, c'est celle de Badinter. On ne peut pas être Maigret et Salomon à la fois, donc le juge d'instruction ne peut pas placer en détention provisoire. Il sera privé de cette faculté en 2000 avec la loi d'Elisabeth Guigou. Donc on ne peut pas faire les deux, donc on va faire une collégialité. Sauf qu'au moment de la cohabitation de 86, les moyens nécessaires en magistrats pour mettre en place une collégialité au moment de la détention ou du placement en détention provisoire. Il n'y avait pas, donc ça n'a pas été fait. Donc M. Albin Chalandon, successeur de Robert Badinter, est arrivé en disant « Oui, mais attendez, mon prédécesseur, il a dit ça, moi je suis d'accord avec lui. Et mieux, dans la collégialité, il n'y aurait même pas le juge d'instruction, ce qui était le cas prévu par Badinter. Ce sera 3 magistrats complètement différents. Mais on ne va pas pouvoir le faire tout de suite, puisque l'autre ne m'a pas laissé de moyens. Et quand Mitterrand a regagné en 88, nouveau garde des Sceaux, je crois que c'était Vauzel qui est entré à la chancellerie, elle a dit « Ah non, mais attendez, mais monsieur Chalandon, qui était un des promoteurs également de la collégialité, il ne m'a pas donné les moyens. Ça dure depuis des décennies et des décennies et des décennies. Alors on ne s'en sort plus. Et à partir dans une société qui est de plus en plus en proie à des tensions violentes et sociales, le juge il a aussi pour mission d'essayer d'un peu de trouver des solutions qui sont un peu de nature à apaiser les conflits. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Alors après, vous allumez CNews, hein, ces putains de juges, voilà, regardez, c'est le laxisme le plus épouvantable. Il y a forcément dans la collectivité judiciaire des laxistes, comme il y a des répressifs de manière aveugle, mais d'une manière générale, quand on regarde comment fonctionnent les choses, il faut d'abord nous dire, si on veut qu'il y ait plus de gens en prison, il faut nous dire où les mettre. Hein, parce que pendant longtemps, on a eu droit au couplet, ah oui, les juges d'instruction, la détention provisoire, et puis après, il y a toutes les idées à la con qui circulent. Toutes les idées à la con qui circulent. On avait eu Madame Ségolène Royal qui disait 2 ans avant l'affaire Doutreau, il disait il faut sacraliser la parole des enfants. Je dis la vérité sort ou trop peu de la bouche des enfants. Et on l'a bien vu à travers cette affaire là, qui était une véritable catastrophe. Et bien maintenant, on en attend d'autres qui disent il faut sacraliser la parole des femmes. C'est-à-dire qu'une femme a dit ça, donc elle est victime, donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a rien qui peut être sacré dans la justice, si ce n'est la démarche de parvenir à la manifestation de la vérité. C'est la seule chose. Mais si on part avec des postulats, les femmes disent la vérité, les hommes sont des menteurs, ça c'est un peu vrai. Mais la parole des enfants est sacrée, il n'y a rien de plus menteur qu'un enfant à certains égards. Donc on ne peut pas fonctionner et sur ces bases-là, et on est bien obligé de regarder quelle est l'attitude des responsables politiques, des législateurs et des exécutifs dans une situation qui est de plus en plus compliquée. Et de la même façon qu'on ne trouve presque plus, parce qu'il ne suffit pas de faire des places de prison, il va falloir trouver également des personnes qui acceptent de travailler au sein de l'institution pénitentiaire, institution payée.
Pour les enseignants, qui à mon avis est la profession la plus exposée maintenant, parce que nous, on sait encore en gros à peu près se défendre grâce aux institutions, mais l'instit qui est dans sa banlieue ou dans son village qui est menacé, etc., il est tout seul avec effectivement cette théorie qui existe bien, pas de vague, avec la faiblesse de bien des hiérarchies. Alors un jour on n'aura plus d'enseignants, on n'aura plus de gardiens de prison, on n'aura plus de flics parce qu'ils ne veulent plus y aller maintenant. C'est très difficile. Ah ben, après viendra le stade ultime, serais-je tenté de pérorer, ce sera vous n'aurez plus de magistrats. Alors après chacun se démerdera, mais ce ne sera plus une société organisée et réglementée. Ce sera western. Ah oui, oui, oui. On retournera à la justice de l'Ouest. Oui, oui, à l'ouest du Pécos. Mais le juge Roybin, au moins, il avait l'avantage de boire de la bière glacée. Il avait un ours qui picolait du whisky. Ce qu'on n'avait pas. Non, en plus, là, on parlait de féminisme. Et ce qu'on voit de plus en plus monter maintenant, c'est les enfants assassins, la Kalachnikov. Là, ça, c'est inédit. Ça. Moi, je sais pas, moi, de toute ma vie, j'ai peut-être entendu parler de gosses qui avaient commis des faits criminels, mais pas à ce point-là. Il y a une montée de la violence. Statistiquement, c'est clair. Hein. C'est clair. De temps en temps, ça arrivait un jeune qui tuait ses parents. Je me souviens encore, c'était une affaire de droit commun, mais qui avait tué ses deux parents et puis son petit frère. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, mais quand vous avez 12 ans et que vous en arrivez là, c'est très très inquiétant. Mais le nombre, on est dans une société de plus en plus violente. Et bon, vous savez, j'étais au syndicat de la magistrature jusqu'en octobre 81. Je suis resté 3 ans. Avant, quand j'étais inspecteur des impôts, j'ai toujours un goût irrépressible de la répression. Donc, quand j'avais fait inspecteur des impôts, là après j'ai fait magistrat. Je voulais faire psychiatre, mais j'ai pas eu le temps parce que c'est la forme la plus élaborée de la répression individuelle. Ça. Et c'est une emprise. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais en train de dire quoi. Vous paraissez être le seul à suivre encore, monsieur. Que vous avez fait beaucoup dans la répression. Oui, oui, non, mais ça c'est vrai, mais je m'en fais pas. Enfin bref, toujours est-il qu'en 1980, au mois d'octobre 81, alors à l'époque, déjà, je n'étais pas un lecteur assidu de la Gazette du Palais ni de la Semaine juridique, j'étais plutôt abonné à l'Équipe. Et ayant lu l'Équipe, je ne savais pas, exclusivement l'Équipe, je ne savais pas que le président Mitterrand avait été élu. Donc, quand j'ai entendu les autres, c'est une plaisanterie bien sûr, quand j'ai entendu mes anciens camarades qui voulaient faire de moi un camarade de combat, me dire « mais viens à la chancellerie Gilbert, tu seras nommé chef de bureau ». Enfin bref, ils ont tous été à la soupe. Tout ce qu'ils avaient dénoncé auparavant, ils l'ont fait à leur tour. Et puis surtout, on disait l'insécurité, parce qu'on n'était quand même pas dans un monde de bisounours à la fin des années 81. Il y avait les actions directes, il y avait les postiches, ça mitraillait à gauche, à droite, et puis il y avait une violence latente déjà au sein de la société. Ah ben non, là, l'insécurité, c'est un sentiment, ce n'est pas une réalité. Et la gauche a roulé sur ce truc-là. Et le dernier qui l'a dit, c'est mon excellent ami, l'avocat d'Ivan Colonna, Dupond-Moretti. Il y a 2 ans, 3 ans, il a encore redit l'insécurité est un sentiment. Mais c'est absurde. Comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles ? Et si vous voulez lutter contre ceux qui exploitent cette insécurité à des fins politiques, encore faut-il ne pas nier les réalités les plus évidentes et qui résultent de toutes les statistiques.
Alors une nouvelle fois, ça ne veut pas dire qu'il faille se comporter, avoir un comportement qui s'inscrit dans une frénésie répressive, aveugle, qui ne veut rien voir. Mais enfin quand même, il faut regarder les choses en face. Oui, enfin, il y a quand même le fait que les médias, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance terrible en matière de délinquance. Il suffit qu'on ait un meurtre à Marseille pour que sur France Info, toutes les quarts d'heure, on vous en parle. C'est sûr, à l'époque des diligences, ça mettait 3 mois à monter. Et donc ça crée quand même, on le veuille ou non, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, et je suis intervenu tout à l'heure sur la sécurité au conseil municipal, l'opposition nous disait que ça augmentait la délinquance sur la ville, c'est faux. Or, en réalité, les rues de Paris, dans les années 20, étaient beaucoup plus dangereuses qu'aujourd'hui. Ah oui, mais ça, je connais cette dialectique-là. Et au moment de la cour des miracles, monsieur, vous ne pouviez pas la traverser, vous étiez mort. Alors il y a eu des progrès considérables. Venir nous dire qu'il y a une explosion de la délinquance, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai parce que par rapport à il y a quelques années, c'est même relativement faux. Seulement, les gens qui regardent la télévision, je veux dire, regardez le moindre fait divers aujourd'hui, vous envahit. On est dans un monde de faits divers. Il n'y a plus jamais d'analyse, il n'y a plus jamais de constat. On est dans le fait divers. On est dans la brève et dans le fait divers. J'espère que les Italiens n'ont pas tenu votre raisonnement. En plus, exactement, ils ont dû le tenir à un moment avec la progression des mafias. Parce qu'on s'est dit, oh oui, non, mais attendez, on peut dire ce qu'on veut. Il y a quand même une femme qui, tous les 3 jours, tombe sous les coups de son mari. Est-ce que c'est une imagination des médias? Non. Alors, je ne peux pas vous dire non plus quels étaient les chiffres des années 50. Tout à l'heure, vous évoquiez les années 70. Moi, je me souviens des années 70. C'était les postiches, c'était Action Directe, c'était Georges Ibrahim Abdallah. On était terrorisés à l'époque. Je me souviens d'avoir été militaire dans les années 70. Véritablement, les casernes étaient en permanence mobilisées. Oui, parce qu'il y avait les comités de soldats. C'était inquiétant. Et aujourd'hui, on ne connaît plus totalement ces choses-là. Non, maintenant on a Daesh. Vous savez, c'est très très bien. Daesh par rapport à la bande Abadère et par rapport aux brigades rouges internationales. Non, maintenant, vous savez. Il n'y a pas une augmentation de la délinquance. C'est fou de venir nous le dire. Avant, s'il vous plaît, maître, pourquoi avez-vous des sentinelles à Saint-Quentin? Pour rassurer notre population. Pour rassurer notre population. Depuis 1970 Ouais. à Saint-Quentin, je suis arrivé, il n'y avait pas de sentinelles. Oui. Donc pourquoi il y a des sentinelles à Pour Saint-Quentin? rassurer la population. Pour rassurer. Croyez bien Non, que on ne les paye pas rien vous faire. voyez bien que c'est de votre faute, c'est vous qui êtes craintif. Voilà. Ça oblige les élus après à mettre des militaires dans les C'est des rues. choses qu'on a connues pendant la guerre d'Algérie. Mais je vous assure, ils n'ont encore jamais servi leurs armes dans la ville de Saint-Quentin. Non, non, Jamais tiré sur Ni ailleurs d'ailleurs. C'est pas égorgé. S'il y a des responsables qui les mettent, il y a des craintes. Oui. Le vigipirate est haut. Il n'est d'ailleurs pas Ah, mais- respecté à Saint-Quentin dans les ERP. Et ça, c'est de la responsabilité de votre conseil. Là, mais je ne dis pas qu'on vit dans la Il y a des ville. trous dans la raquette, maître. Oui, bien sûr, mais Il je y ne en dis pas aura dans le meilleur toujours. des mondes. Je dis simplement que quand tout à l'heure vous disiez le sentiment d'insécurité, c'est une ânerie. À mon sens, c'est pas totalement une ânerie. C'est une ânerie de venir méconnaître la délinquance qui existe. On vient de voir d'ailleurs les mafias sur Marseille qu'on ignorait il y a encore quelques temps. Donc, Qu'on ignorait, qu'on ne s'est pas donné les moyens de combattre. Mais c'était un sentiment. Néanmoins, il ne faut pas non plus imaginer que par rapport aux années 50, par rapport aux années 60, on vit aujourd'hui dans une augmentation exponentielle de la délinquance. Alors, c'est faux. Je reviendrai à Saint-Quentin pour qu'on en discute. Et on fera les comparaisons entre les bandes de malfaiteurs professionnels des années 50 avec les Guérini et autres, et puis ce qui se passait, et maintenant ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers, et pas seulement à Marseille, où vous avez une véritable gangrène de la société qui est due au trafic de stupéfiants, avec des sommes absolument considérables qui vont servir à la corruption,
des juges, mais on est tellement cher, c'est pas encore pour tout de suite, mais enfin des gardiens de prison, etc. Et on reprendra ce débat en disant, vous vous souvenez, quand vous disiez en 2024 que l'augmentation de la délinquance et de la criminalité était une lubie, eh bien non, ce n'est pas une lubie. Mais est-ce que c'est pas plutôt, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'être humain qui est en fait... Ah bah oui. En ce moment, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, on n'est plus à Saint-Quentin. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, déjà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on parle en tant que Saint-Quentinois, alors qu'en fait, on devrait parler européen. Et on est tous en train de regarder notre petite ville. On est Picard, on est Saint-Quentinois, on est Picard, on est nordiste, on est français, et après seulement, on est... Alors qu'en fait, l'Europe, elle nous a déjà... Ah oui. Quand on parle de ce qui se passe en ce moment, les gars avec lesquels l'Europe, c'est pas forcément des Français. L'Europe ne peut pas tout faire, monsieur. Elle ne peut pas interdire l'usage du terme mademoiselle et s'occuper de questions de sécurité aussi considérables que celles de la police, de la justice, parce qu'il y a la question de la souveraineté. C'est l'humain qui en fait... Ah bah oui, mais non, mais ça, on est d'accord. En fait, comme aujourd'hui, on est dans un panier qui est immense par rapport à ce qu'il était il y a quelques années, tout se développe à une vitesse. Il va falloir se battre. Nos ancêtres se sont bien battus dans les tranchées en Argonne, dans la Meuse, etc. Alors ça va être une autre forme de combat, mais il va falloir arrêter de croire que tout va s'arranger à l'amiable avec l'Europe en faisant éventuellement des sous-caprices comme c'est le général de Gaulle. C'est pas histoire de s'arranger, je pense non, ce que je voulais dire, c'est que l'être humain en fait est autodestructeur, qu'aujourd'hui ça s'amplifie d'autant plus qu'effectivement on est tous dans le même chaudron. Voilà. L'homme est un prédateur, la femme est une prédatrice. Tout à l'heure j'évoquais Daesh, juste pour vous dire, il y a eu un certain nombre d'articles là-dessus, mais quand je suis monté à la section antiterroriste, c'était 1995, toujours après Jésus-Christ. Et c'était pendant la campagne des attentats des groupes islamiques armés sur Paris, avec l'attentat du 25 juillet du RER Saint-Michel, et ça va se terminer. On va réussir à les éradiquer à la fin octobre ou à la fin novembre. À l'époque, dans le cadre des enquêtes, ces attentats qui ont essentiellement frappé la région parisienne, il y avait eu une tentative sur l'île et puis la région lyonnaise avec heureusement le dysfonctionnement d'un dispositif temporisé de mise à feu qui a fait que la voiture piégée qui a éclaté devant une école juive de Lyon ou d'une commune de la périphérie de Lyon, elle a sauté quand les gosses étaient encore en classe. Si elle avait sauté comme il était prévu à la sortie des écoles, ça aurait été un véritable carnage. À cette époque-là, on entend bien sûr les femmes, les compagnes, les épouses. On sent très bien qu'elles ne sont pas très impliquées là-dedans. Bon, bien sûr, elles se doutent de ce que faisaient leurs conjoints, Raled Kaikal et quelques autres, mais elles n'y prêtent pas véritablement la main, et même elles ne donnent pas l'impression, alors c'est forcément un peu subjectif, mais d'être véritablement impliquées là-dedans. C'est à partir de l'affaire Merah, donc en 2012, où on voit à travers la sœur de Mohamed Merah, et puis la mère qui a quand même là une implication de plus en plus grande des femmes dans le phénomène terroriste. Al-Qaïda, il a toujours un peu ce recul vis-à-vis des femmes, donc elles participent, elles font du recrutement par Internet de combattants. Mais depuis Daesh, alors là, c'est écrit noir sur blanc, non seulement elles sont en charge d'assurer la reproduction des combattants, un peu à la manière des Lebensborn nazis. Donc il faut former les nouvelles générations. Elles sont en charge de l'éducation des lionceaux du califat et elles font bien sûr du recrutement par Internet. Et d'ailleurs, elles ont acquis de Daesh, qu'elles n'avaient pas réussi à obtenir d'Al-Qaïda, le statut de Moudjahidine, c'est le féminin de Moudjahidine. Et donc, l'éducation des lionceaux du califat, ça veut dire, tu as 5 ans, mon gamin, et
tu as été sage aujourd'hui, tu vas pouvoir assister à la lapidation d'une femme présumée adultère ou à la décapitation d'un impie. Et pour ceux qui ont été très sages, ils peuvent jouer au football avec la tête. Eh bien, moi je me souviens, dans les années 70, on parlait beaucoup des enfants soldats en Afrique, en disant qu'est-ce qu'on va faire de ceux-là. La question se pose maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ceux-là? Les envoyer en Syrie, peut-être, dans le cadre du nouveau régime. Dieu sait si le précédent a été lamentable. Non, mais la somme, comme disait le copain d'Henri IV, là, je suis devant un Himalaya. Eh bien, on est tous devant un Himalaya. Je pense que le problème est aussi celui des valeurs. Parce qu'il y a, Ah oui, il y a des années, on avait des vraies valeurs, mais je lisais une interview d'un grand bandit qui disait, mais vous vous rendez compte, avant, quand on se faisait arrêter, bon, on était pris, on pouvait aller saluer sa femme, on donnait sa parole, on redescendait. Maintenant, les petits... Il y a un peu de mythe là-dedans. Il y a un peu de mythe. Mais Il y avait cette tendance. Il y avait cette tendance. Maintenant, on a des enfants qui n'ont plus aucune valeur. Et c'est là où on voit de la délinquance un peu partout. C'est l'échec Parce de que notre quand la vie société. elle n'a plus de valeur, ben, automatiquement, c'est une quantité négligeable. Et c'est là où ça devient grave. Oui, Important. oui. C'est pas Là, ça, plus. Bon. Bien le fait qu'on prétend, ou c'est la vérité, je ne sais pas, qu'on ne peut pas construire des prisons. Moi, je suis assez... Non, mais c'est pas tout à fait faux non plus, parce que quand vous créez une société hyper réglementée avec des tas de possibilités de recours, ben, ceux qui n'en veulent pas, alors ça repousse, ça prend du temps. Mais bien sûr qu'on peut. Si on ne peut plus rien faire, alors qu'on le dise, demain sera les hôpitaux, on ne peut plus construire d'hôpitaux, donc les mecs vont crever dans la rue. Eh bien non, à un moment, il va bien falloir prendre des dispositions législatives ou réglementaires dans ce domaine-là, en disant la puissance de l'État, c'est de dire je te mets une prison ici. Ah ben C'est oui. une volonté de l'État. C'est pas les territoires qui refusent les prisons, simplement qu'il n'y a aucune volonté de l'État de construire des prisons. Ah oui, bah, D'abord, vous évoquiez Chalandon, c'est celui qui a construit le plus de prisons. Oui. Hein, on a tous des modèles Oui. sur le Land, C'était Gauche, le sur les programme prisons. 18 000 Voilà. qui a été ramené à 13 000. Aujourd'hui, on a 80 000 détenus pour 62 000 places. Ouais, En 2500, ouais. ils ont créé 2500. Non, il y a C'est 61 000 places et 80 000, je crois, Voilà, qu'on vient c'est d'atteindre le ça. chiffre. Oui, c'est ça, 83 000 Oui. détenus. Mais il n'y a aucune volonté politique de construire des Mais prisons. moi, je Parce qu'il n'y vous a pas parle les des moyens. politiques, mais Parce qu'il n'y a pas les moyens je vous financiers. dis aussi que les politiques nationaux, vous voulez exonérer à tout prix les élus locaux de ce truc-là. Non, c'est vrai aussi qu'il y en a beaucoup qui traînent les pieds. Donc, ça ne sert à rien de dire, voilà, c'est toujours l'autre. Donc, vous allez prendre un politique national, un député ou un ministre qui va dire c'est ces putains d'élus locaux qui nous empêchent, et vous êtes élus locaux, vous leur envoyez la balle dans l'autre sens. C'est tous les deux. Et tant qu'on ne sortira pas de cette problématique avec une véritable volonté, Mais eh ben, on n'en sortira pas. Nous, on a déploré la suppression de nos maisons d'arrêt. Parce que Saint-Quentin, moi j'ai connu la maison d'arrêt de Saint-Quentin, il y avait une maison d'arrêt à Soissons, il y en avait une à Compiègne, il y avait tout un maillage de maisons d'arrêt qui étaient un peu vieillissantes, mais qui existaient. Et puis progressivement, on a supprimé ces maisons d'arrêt-là pour les recentrer ailleurs. Ouais, ouais. Surtout qu'on a la grande expérience du plus grand centre de détention et d'établissement pour peine avec Fleury-Mérogis, qui est devenu rapidement un truc qu'on n'arrivait pas à gérer. Ah ben, on a continué de le faire autrement. Alors que si on me dit que personne ne peut rien, alors personne ne peut rien. Et chantons pour aller au casse-pied. Bon, nous on postule pour une maison d'arrêt et on a des terrains, vous inquiétez pas. Vous allez voir que Saint-Quentin va devenir le plus grand centre de détention européen. À la grande satisfaction des habitants. Déjà avancé. La direction des affaires
pénitentiaire explique que sur les derniers projets du ministère, c'est en réalité. La direction des affaires pénitentiaires explique que sur les derniers projets de prison, en réalité, ce sont les villes moyennes qui sont plutôt partantes pour accueillir des prisons. Et ce sont les très grosses villes dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile parce que c'est plus tendu au niveau de l'espace. Et en réalité, la difficulté, c'est aussi d'essayer d'avoir des populations qui ne sont pas trop éloignées de leur lieu de vie pour envisager une réinsertion derrière en fait. Et alors ça justifie aussi ce qui existait auparavant, qui était la maison d'arrêt de proximité, qui permettait à la famille de continuer à les voir, qui permettait une insertion dans le tissu local, et qui étaient des structures à taille humaine, comme on dit souvent à la Saint-Quentinoise, et qui permettaient sans doute de mieux gérer qu'une très grosse structure comme Florina. Et puis il y avait la symbolique de voir une prison au sein de la cité, comme la cité, parce que ceux qui pensent qu'il suffit de les mettre au fin fond du terroir, là, alors ça a un coût, parce qu'après il faut transférer les détenus jusqu'au palais de justice, donc si tous les jours vous faites 50 km en termes de sécurité, en termes de coût, ça ne va pas. Et après il y a des familles qui veulent aller voir leurs détenus, alors s'ils sont au fin fond de la campagne, ça ne va pas. Donc il n'y a jamais de problématique simple. Et ce qu'on est obligé de constater, c'est que souvent sur les médias, on lance des trucs comme si c'était simple, et il n'y a malheureusement pas beaucoup de problèmes qui sont d'une simplicité biblique. Sur cette ultime, je vais vous donner la parole, sur cette ultime atteinte à la laïcité biblique, à vous, et après il va falloir qu'on se rentre dans on va à Guelzin, parce qu'on était en liberté surveillée, on a la permission de minuit, après on doit regagner notre tôle tous les deux. Donc c'est elle qui a parlé beaucoup au début, et puis Monsieur, je vous écoute. Et sur le territoire de France, là, on a eu un problème à un moment donné, on a supprimé le service militaire et on s'est retrouvé à la tête d'un nombre de casernes qui étaient des établissements construits en dur, qui possédaient des chambres, des coursives et tout ce qui s'apparente à une prison. Et c'est jamais venu à l'esprit de quelqu'un de dire on met des barreaux aux fenêtres, il y a des postes de garde, peut-être renforcer les miradors, et puis voilà. C'est déjà venu à l'esprit, simplement il y a toujours une remise en cause des principes auxquels on devrait viscéralement attacher. Tous les détenus provisoires qui sont dans les maisons d'arrêt, je sais pas, hier j'étais à une conférence sur les tueurs en série et il y a des gens qui disaient le problème de la prison, c'est que le type qui rentre en détention provisoire pour un voler une bagnole, alors il va être au contact de celui qui en a volé 3 et de celui qui en a volé 15. Mais c'est pas ça le problème, parce que celui qui en a volé 3, 15 ou une, je dis pas que c'est pareil, mais enfin c'est la même dangerosité ou absence de dangerosité potentielle. Mais par contre, tant qu'on n'est pas jugé, on ne peut pas être déclaré coupable. C'est ça, là. On ne peut être déclaré coupable que par une juridiction de jugement. C'est ça la signification de la présomption d'innocence. Vous allez dans une maison d'arrêt, vous n'êtes pas jugé, vous avez le voleur, le violeur, le braqueur, le multirécidiviste, et tout cela, avant qu'ils gagnent un établissement pour peine, vous ne pouvez pas les trier dans le système actuel, parce qu'ils ont commis des infractions de gravité différentes. Vous avez des vieux chevaux de retour avec des primo-délinquants, et le système ne peut plus continuer à fonctionner comme ça, parce que le jour où on admettra qu'on aura des établissements dès le stade de la prévention, c'est-à-dire de la détention provisoire, où on pourra mettre ceux qui ont commis des infractions qui sont, disons, les moins nocives à la collectivité. Les vols, ça fait pas plaisir quand on est cambriolé. Les escroqueries, les abus de confiance, pas des types qui ne sont pas ni des terroristes, ni des braqueurs professionnels, ni des mecs de la DZ Mafia, etc.
Alors après, on peut commencer à faire la loterie et on peut faire des maisons d'arrêt dans des lieux inoccupés avec des travaux pour empêcher les gens de s'évader qui ne représentent pas des sommes absolument considérables. Donc, et chaque fois qu'on se pose ces problèmes-là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne.